Qui sont les Tadjiks? C'est une grande question. Il y a plusieurs réponses. Ça dépend avec qui on parle. Ça dépend peut-être l'époque historique aussi. J'ai essayé d'aborder la question dans mon livre sur l'histoire des Tadjiks en analysant enfin, tous les côtés, tous les aspects, toutes les possibilités. Et je suis rendu à dire que c'est peut-être mieux de prendre le mot dans le plus grand sens. Ce qui fait que pour la plupart de l'histoire, enfin au moins depuis 1000 ans, le début de l'ère islamique en Asie centrale et en Iran, le mot tadjik et le mot iranien peuvent être utilisés comme des synonymes. Ce ne sont pas des synonymes tout à fait, mais dans les textes historiques, dans l'usage des gens, au moins jusqu'au XXe siècle, les deux mots sont utilisés comme ça. En fait, on dit plutôt tadjik qu'iranien. C'est sûr que le mot farce est aussi employé surtout pour désigner un Iranien occidental, comme le monde iranien, évidemment, s'étend des Caucases et des Zagros jusqu'à l'Inde, jusqu'aux frontières de la Chine, en Asie centrale, où il y a des persophones. Mais en général, le mot tadjik dans les textes, au moins jusqu'au XXe siècle, le mot est employé pour signifier un musulman qui parle le persan. Ce n'est pas le sens original. Le sens original doit remonter à une tribu arabe, la tribu des Thaïs, au temps des Sassanides, où on retrouve le mot tadjik pour la première fois. Et évidemment, à cette époque-là, ça ne signifiait pas des Iraniens, ça signifiait des Arabes. Et au fur et à mesure que les Arabes sont devenus musulmans, sont devenus connus dans le monde en tant que musulmans, le mot prenait le sens de musulman aussi. Donc, pour les Iraniens qui restaient en majorité zoroastriens pendant quand même 2 ou 3 siècles après la conquête arabe, tadjik signifiait musulman, ce qui fait que le sens secondaire est devenu le sens primaire. Comme de plus en plus d'Iraniens se sont convertis à l'islam, pour ceux qui restaient zoroastriens, ces gens-là étaient devenus, si on veut, des Arabes. Ils sont devenus arabisés. Donc, on employait ce mot à l'origine arabe pour désigner les Iraniens qui se sont convertis à l'islam. Et alors, au 8e siècle, que l'armée musulmane est arrivée en Asie centrale à partir de 712 à peu près. La conquête a pris au moins 10 ans, jusqu'à 722. À cette époque-là, il y avait beaucoup d'Iraniens musulmans dans l'armée des Arabes. Ce qui fait que pour les habitants de l'Asie centrale, c'était des Sogdiens, c'était des gens apparentés aux Perses, avec une langue apparentée, mais différente. Le Sogdien, c'est une langue iranienne, mais qui n'est pas mutuellement compréhensible avec le persan. Mais du point de vue linguistique et culturel, c'est sûr que les habitants d'Asie centrale, les Iraniens d'Asie centrale, étaient beaucoup plus proches aux Perses qu'aux Arabes.
Donc, ce qui fait que le processus d'islamisation en Asie centrale, qui a duré quand même 3 siècles, ce n'était pas du jour au lendemain que les gens se sont convertis à l'islam. Ça a pris du temps. Et surtout que l'islam a commencé à s'enraciner dans les villes, dans les centres urbains, dans les milieux commerciaux. Donc, ce qui fait que la majorité de la population qui habitait à la campagne, dans les villages, ils étaient affectés par l'islamisation beaucoup plus tardivement. Donc, ils ont gardé leur langue, les Sogdiens, leur culture, le coutume, leur identité. Mais on ne voit pas le reflet de ça dans les textes, parce que les textes sont écrits par des urbains et surtout par des musulmans, des vainqueurs. Donc, ils se concentrent dans leurs textes sur eux-mêmes. Et donc, il est facile un peu de perdre la réalité telle qu'elle était, enfin, on the ground, si on veut, parce que ce n'est pas ça qui intéressait les chroniqueurs. Mais éventuellement, presque tous les Sogdiens sont devenus des musulmans et l'islam dans ces régions, enfin dans toute l'Asie, en fait, l'islamisation a pris un caractère perse et pas arabe. Ce qui fait que, bon, pour les gens qui n'étaient pas musulmans, encore, pour eux, les musulmans étaient tous pareils. Donc, le mot tadjik, qui signifiait en premier musulman, a pris le sens musulman persophone au fur et à mesure que la langue perse a déplacé la langue sogdienne, encore un processus qui a pris plusieurs siècles. Le sogdien était encore parlé jusqu'au peut-être 12e siècle, et même aujourd'hui, il y a des petites communautés au Tadjikistan qui parlent une langue apparentée au sogdien. Donc, disons, au Xe siècle, quand l'État samanide, qui était basé à Bukhara, la capitale était Bukhara, dans le présent Ouzbékistan, eux, ils étaient vraisemblablement d'origine sogdienne, mais ils disent dans leurs chroniques, dans leurs textes, ils se disent des persophones. Ils disent que la langue de ces terres, les rois de ces terres sont des rois iraniens et la langue de ces terres, c'est le persan. Ce qui est, à notre avis, plutôt une déclaration propagandiste que réaliste. Parce qu'à mon avis, au Xe siècle, la majorité des habitants de l'Asie centrale étaient encore, ils parlaient le sogdien. Mais pour les Samanides, il semble qu'ils voulaient, en rivalisant le calife de Bagdad, qui était de plus en plus faible face aux Samanides qui, pendant le Xe siècle, ils ont vu leur pouvoir monter jusqu'à ce qui devienne la puissance plus importante dans le monde islamique. Pour eux, sur le plan symbolique, c'était très important de se présenter comme des rois légitimes
sur le monde qu'ils ont hérité de l'Iran ancien. Donc, leur modèle, du point de vue religieux, leur légitimité, ça venait de l'islam sunnite, mais du point de vue politique, ça venait des Sassanides, l'empire iranien pré-islamique. Le modèle, à partir de la révolution abbasside en 750-751, l'État islamique a pris le modèle administratif et politique et symbolique de l'Iran sassanide dans son ensemble. Les coutumes dans la cour, la division des ministères dans le gouvernement, le système de taxes, d'impôts, tout a été emprunté plus ou moins directement des Sassanides. Donc, les Samanides, ils se sont présentés comme des successeurs des Sassanides. Et à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont valorisé la langue perse et ils l'ont déclaré, ils ont fait la déclaration que c'est la langue de l'État. Donc, à partir de ce moment-là, que l'Asie centrale est devenue persisée, on peut dire, hein. Pour les voisins qui n'étaient ni iraniens, ni musulmans, et on parle là des Turcs, des tribus turques, ces gens-là, c'était tous des Tadjiks. Encore avec le sens de musulmans persophones. Évidemment, à la fin du siècle, les Turcs ont renversé le pouvoir des Samanides et à partir de ce moment-là, pendant les prochains 8 ou 9 siècles, le monde musulman, presque partout, a été sous la domination des dynasties turques. Mais c'est à partir de ce moment-là où on voit la naissance de cette idée de cette complémentarité d'identité entre Turcs et Iraniens, qui est le plus souvent, on dit turco-tadjik. Donc, symboliquement, le mot turc voulait représenter certaines choses, surtout des valeurs militaires, alors que tadjik, ça représentait la haute civilisation, ça symbolisait la bureaucratie. Et donc, le monde musulman était fait un peu de cette dualité turco-tadjik. Donc, on entend le mot tadjik presque toujours face au mot turc. On l'emploie très rarement tout seul. La plupart du temps, c'est turc ou tadjik. Et on parle de cette dichotomie, de cette relation qui symbolise deux cultures complètement différentes, mais complémentaires. Personnellement, j'ai peut-être une idée un peu romantique de ce qui signifie le mot Iran. Pour moi, l'Iran n'a jamais été un pays, mais une idée. L'Iran, c'est une idée. Ça représente un sentiment, un attachement, une langue, une culture,
Et ça n'a jamais été restreint par des frontières politiques. Donc, oui, effectivement, dans les médias occidentaux aujourd'hui, l'Iran, ça veut dire la République islamique, mais l'Iran, c'est pas ça. L'Iran, c'est beaucoup plus large que ça, c'est beaucoup plus grand que ça. L'Iran, si l'Iran, c'est une idée, si l'Iran, c'est un attachement, on peut dire que l'Iran s'étend de l'Europe du Sud-Est, des Balkans, l'Albanie, la Bosnie, jusqu'à l'Inde et la Chine. Pourquoi? Parce que ce qui contient l'idée de l'Iran, la culture, la littérature, les coutumes, la sensibilité, c'est quelque chose qui est partagé entre plusieurs nations, souvent très diverses. Ce qui fait que si on prend l'exemple de Nowruz, Nowruz, évidemment, pour les Iraniens, c'est la fête nationale. Mais il faut se rendre compte que pour beaucoup d'autres nations, c'est aussi leur fête nationale. Est-ce que c'est iranien? Est-ce que le fait que d'autres nations reconnaissent cet événement veut dire qu'ils sont influencés par la culture iranienne ou qu'ils sont en partie iraniens? Ce sont des questions qu'il faut poser. Je dirais que la sensibilité manque un peu. Je veux dire que si vous allez passer le Nowruz en Ouzbékistan ou au Kazakhstan, ils vont vous dire que c'est leur fête nationale sans penser à l'Iran ou à la culture iranienne. J'ai eu des discussions en Ouzbékistan avec des gens qui insistaient que c'est ouzbek, cette fête. Je dis, mais alors pourquoi vous l'appelez par des mots persans? Nowruz, c'est persan, c'est pas turc, c'est pas ouzbek. Ils n'avaient pas de réponse pour ça. Mais ça veut dire que, enfin, tout comme au Japon, ils fêtent maintenant le Noël. Hein? Ils ne sont pas chrétiens pour la plupart, mais ça veut dire qu'ils ont assimilé une partie de la culture chrétienne d'Occident pour eux-mêmes. Ils l'ont internalisé. Est-ce qu'on doit traiter ça comme l'influence occidentale au Japon? Peut-être, je ne sais pas, mais l'important, c'est que la civilisation iranienne, la culture iranienne, ce n'est pas limité par des pays ou par des entités politiques, par des frontières. Ça fait partie de l'héritage de l'humanité. Tout comme on parle de l'héritage de la Grèce de Rome. Enfin, ce n'est pas limité aux Grecs d'aujourd'hui ni aux Italiens. Ça fait partie de l'héritage de tout le monde. Donc, on parle autant de Platon, par exemple, ou Socrate, dans les pays dits germaniques ou que partout, en fait. C'est pas limité à des Grecs. C'est pas juste leur héritage à eux. Et dans le même sens, on peut dire que Ferdowsi, le Shahnameh, ça fait partie de l'héritage culturel de beaucoup de nations. Ça a été composé en persan, et, évidemment. Ce sont les peuples iraniens qui ont créé cette littérature, mais c'est une littérature qui est partagée par beaucoup de nations au monde aujourd'hui. On peut dire la même chose pour les poètes comme Maulana ou Hafez, Sadi. C'est la même chose. Hein.
Ce n'est pas vraiment, à mon avis, ce ne sont pas des héritages nationaux, ce sont des héritages d'humanité.